little bit of the bubbly. That's undisputed. I'm better than you, and you know it. And we are NXT. War Games. Salut les marques et salut les smart, salut peuple de catch-up, bienvenue dans votre podcast qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau et du slip. Chaque semaine, nous passons au crible de la team catch-up, des shows de la WWE. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous concerne. Ce soir, préparez la trousse à pharmacie, on se retrouve pour la baston du mercredi, hashtag 22, la 22e édition, et certainement l'édition finale, puisque je fais un spoil d'entrée de cette baston, mais je pense que tout le peuple de catch-up qui nous écoute est déjà au courant. NXT a annoncé à grand renfort de marketing qu'il quittait donc les mercredis pour s'installer le mardi soir dorénavant sur les écrans. Donc la baston du mercredi ne veut plus avoir lieu d'être. Ça ne veut pas dire qu'à catch-up, on va laisser tomber la All Elite Wrestling. Ne vous inquiétez pas, on verra d'autres formats. Mais voilà, c'est avec émotion que je termine cette 22e et dernière baston. Je suis votre dinosaure masqué. Que dis-je ? Je suis votre Luchasaurus des podcasts. Vous m'avez peut-être reconnu, je suis votre tonton Chris. Et pour m'accompagner dans cette 22e édition, rien de tel que l'inusable, que l'indécrottable Papy. Salut Papy. Bonjour les petits enfants, bonjour tonton, comment ça va ? Eh ben écoute, ça va bien, un petit peu tristounet quand même, quoi, de terminer cette bastonnade comme ça. Bah oui, ça fait quelque chose. Et puis moi, j'ai un peu la pression là, parce que je suis passé après des Ringside, des Amiral, des Raphaël. Il y en a eu du monde qui est venu se battre avec toi. Et finalement, tu es un peu le pilier de cette baston. Et je suis un peu ému de venir après toutes ces personnes-là pour ce dernier épisode. Ouais, mais alors c'est pas très grave, c'est la vie du catch, c'est comme ça, quoi. Hein. Quand la Lucha Underground s'est arrêtée, tu vois, à l'époque, on s'était lancé avec Bad Karma sur la Lucha Underground, et puis malheureusement, ça s'est craché. Voilà, là, il y a un changement de... Alors évidemment, peuple de catch-up, on vous dit tout, quoi. On considère qu'il n'y a plus de raison de faire une baston du mercredi à partir du moment où il n'y a plus de deux shows frontalement en face d'une fédé différente. C'était ça qui était intéressant dans le concept. Donc du coup, ça a été un plaisir de faire cette baston, et puis on reviendra avec d'autres formats. Il y a déjà des nouveaux formats en ligne, puisque vous avez Retro Catch-up avec Papy, qui est toujours présent, Raphaël et Ringside, qui vous ont fait de Retro Catch-up du No Way Out 2001. Allez le voir, c'est déjà en ligne, cette affaire. Alors, on va rester dans la joie, dans la bonne humeur et dans la violence, hein, mon Papy, qu'est-ce que t'en penses ? Mais oui, avec grand plaisir. Donc c'est avec joie qu'on va vous reviewer ce dernier show du mercredi de Dynamite. Alors pour Dynamite, reste au mercredi, lui, il n'y aura pas de changement à ce niveau-là. Et le dernier show de NXT, puisque la semaine prochaine, c'est TakeOver, Stand and Deliver. On va se faire une joie, une fois qu'on aura reviewé AEW et NXT, de vous donner nos pronos TakeOver, Stand and Deliver. Papy, j'espère que t'es chaud, j'espère que t'as la carte sous les yeux. Non, pas encore, mais elle sera là d'ici la fin de notre baston. Alors moi, je te préviens tout de suite, hein, moi j'ai les codes Twitter de chaque match. Sauf le North American Championship sur lequel il y a un... Voilà, c'est pas possible, sur Twitter, tu peux avoir que 4 choix. D'accord. Donc, il y en a deux qui seront pas de toute façon, donc pas plus... Sinon, j'ai la cote sur tous les matchs. Donc, peuple de catch-up, restez avec nous jusqu'au bout. On attaque par l'AEW parce que les ratings de la semaine dernière, on vous le rappelle, ça avait été sonné sur un match nul. Pour l'instant, on en est au général à 9 victoires pour l'AEW, 8 victoires pour la NXT, 4 matchs nuls. Et sur notre saison 2, on en est à 2 victoires pour l'AEW, 2 victoires pour la NXT et 1 match nul. Voilà, tout est dit à ce niveau-là. On peut se lancer. Alors, étant donné qu'il y a Stand and Deliver mercredi, Papy, je pense que ça ne posera pas de problème particulier si on attaque par la All Elite Wrestling. Ouais, bah, c'est ce que j'allais te proposer aussi, donc on est raccord. Eh ben c'est parti. Alors on y va les amis pour le 79e Dynamite qui se déroule toujours à Jacksonville en Floride aux USA dans le Daily's Place. Au commentaire, on va voir Excalibur, Jim Ross et Tony Schiavone. Voilà le trio dont vous avez l'habitude dorénavant. Comme souvent à Dynamite, comme même quasiment tout temps, on commence avec du match, avec le premier match en weekly depuis des années, le premier vrai match en weekly depuis des années de Christian Cage. Ça avait été annoncé dès la semaine dernière. On vous a fait une petite infidélité la semaine dernière, justement, parce que nos amis montaient la rétro catch-up. Allez, écoutez, elle est toujours en ligne. Écoute, mon papy, j'ai envie de te dire, le retour de Cage,
16 minutes 33, c'était pas un match pour la blague, c'était pas un match pour la déconnade. On lui avait mis un vétéran en face, on lui avait mis un mec, voilà quoi, bon sailor, technicien, et qui peut être brutal à la fois, qui est un routard des circuits, qui est un pote à Christian, il faut le dire, tout simplement. Et donc les deux mecs se sont sentis toujours bien. Kazarian dans le rôle du heel, qui a soufflé un peu le chaud et le froid pendant tout le match, quoi. Il a pas arrêté de chambrer Cage sur le fait qu'il se fait vieux, qu'il avait perdu le rythme, qu'il avait perdu le souffle. Voilà, il a tenté un peu de tout, il lui a tenté de la soumission, il lui a essayé de lui placer sa chicken wing, que Cage va d'ailleurs se sauver en chopant les cordes. Du coup, Kazarian, il va faire un peu de reproche à l'arbitre parce qu'il n'est pas content de cette phase. Le Christian, il va en profiter pour tenter un roll-up. Derrière, ça va pas marcher, il va réussir à grimper. Hop, turnbuckle, frog splash à l'ancienne, compte de 2, mais finalement, le Christian va réussir à placer son kill switch et remporter la victoire au bout du bout. Victoire de Christian au bout de 16 minutes 33. Papy, satisfait de ce premier match à la All Elite Wrestling de Christian? Ouais, c'est un match propre de longue durée, effectivement. Je pense que c'était une répétition en grand public avec, comme tu disais, un vétéran en face et puis quelqu'un qui connaissait bien en plus. Après, je t'avouerai sincèrement que c'est un peu comme le retour d'Edge, tu vois, enfin, tout de suite un comparatif WWE. Le match Edge Orton, c'est sympa, mais c'est pas pour ça que tu as envie de le voir revenir, tu vois. Christian, c'est un peu pareil. C'est sympa de le voir contre Kazarian, mais j'ai plus envie de le voir un peu plus contre des têtes purement AEW, des mecs qu'il a jamais rencontrés et des mecs un peu plus haut classés dans la carte, parce que Kazarian, c'est à low card de chez low card, quoi. Donc bon, voilà, c'était un match propre. Après, ça fait plaisir de revoir Christian, mais j'ai plus envie de le revoir contre d'autres gars, tu vois. Alors moi, je serais moins dur que toi, donc j'en profite pour te placer une close line. Et moi, je trouve que Boum. c'était un très bon match. J'ai trouvé Christian très bien, très en forme, très shape. Je trouve que c'est très bien qu'on lui mette un truc, justement, un programme pas trop compliqué pour son retour, avec un mec safe, avec un mec avec qui il a des automatismes. Donc moi, ça m'a posé aucun problème. Et ça m'a rassuré, justement, pour le futur de Christian. Et je suis bien content de le voir à ce niveau-là. Je n'en attendais pas tant, en l'occurrence. Donc c'est plutôt une belle surprise pour moi. Allez, Voilà, il y aura... bonne surprise. Ouais. Bon match, un opener avec une belle surprise, un truc qui, pour moi, a tenu ses promesses. Allez, on aura vite fait une promo de Darby Allin aux côtés de Sting. Alors, il se passe toujours rien, Papy, je pense qu'on va être d'accord là-dessus. Oui. À part que le champion TNT se fait chauffer par Matt Hardy. Il y a Matt Hardy qui tente en ce moment un peu de se mettre dans la course du TNT Championship. C'est tout ce qu'on peut noter à ce propos-là, quoi. Ouais, il y a vraiment rien de notable concernant Darby Allin. Voilà, ton enthousiasme vient de prouver comment on était hype par ce segment. On aura une petite promo de Jet Cargill aussi dans la foulée, qui est en train de se présenter de plus en plus dangereuse dans la division féminine. Et elle a expédié Red Velvet la dernière fois, et là, elle est prête à s'attaquer à plus gros. On verra, elle est athlétique, elle est grande, elle fait mal, elle est intéressante dans la division féminine. En tout cas, elle a apporté un souffle nouveau, moi, je trouve. Oui, un profil vraiment atypique et on a hâte qu'elle fasse plus de matchs pour justement nous apporter sa différence. Allez, match derrière. Alors pareil, une rivalité qui a lieu depuis quelques temps. QT Marshall, il est plus du tout en odeur de sainteté auprès de Cody. Ça va pas du tout. Ce soir, il y a un arbitre spécial. Ça sera tout simplement Art Anderson, voilà, pour arbitrer ce match de règlement de compte de la Nightmare Family. Match assez équilibré, mais qui va pas durer super longtemps. Ça va durer 7 minutes 33. Même si Marshall réussit quand même à attaquer à plusieurs occasions l'ami Cody. Cody s'en sort bien, mais ce match-là, il était promis à ce que ça soit le Dawa, et ça l'a été, parce que Marshall va finir par en avoir marre un peu de tout ce qui se passe autour et va mettre une droite à l'arbitre, tout simplement. On se fait pas chier dans ces cas-là, on frappe l'arbitre. Apparemment, il a l'air même presque étonné de ce qu'il vient de faire, quoi. Là-dessus, il y a Dustin Rose, Dick Johnson, tout le Gun Club, fils, père, qui débarquent sur le ring, qui vont du côté de Cody. Ils se font attaquer par d'autres lutteurs. Alors, il y en avait que je connaissais pas. La majeure, je les connaissais pas. Je vais vous donner leur nom parce que je les ai notés. Aaron Solo, Nick Komoroto et Anthony Ogogo, qui sont en fait les élèves de l'école de lutte de Marshall. Vous voyez, je suis précis quand même. Et qui vont se retourner contre les Rhodes. Là-dessus, il y a Red Velvet qui va arriver, qui va essayer un peu de faire le juge de paix et de calmer tout le monde.
Derrière, elle va être en interview très énervée. Elle va expliquer elle-même est élève de QT Marshall, mais que Cody a été son coéquipier face à Shaquille, donc elle peut pas aller plus loin avant d'expliquer le pourquoi du comment, parce qu'elle se fait attaquer justement par qui, mon papy? Par Jet Cargill. Eh oui, effectivement. Alors, j'avais pas tilté qu'elle était élève de QT Marshall, Red Velvet. Ça m'explique un peu sa position parce que franchement, quand moi, chaque fois que je la vois débarquer dans ces segments-là, je me dis, mais en fait, elle remplace Madame Rose à être tout le temps à coller Cody, à le défendre, etc. Je me posais la question, mais c'est peut-être effectivement qu'il joue sur le fait qu'elle a été l'élève de leur école. C'est peut-être pour ça qu'elle apparaît autant, mais parfois je me demande vraiment si elle a pas repris clairement la position de Madame Rhodes qui est partie pour des raisons, comment dire ça, alors ça, De quoi, bref, grossesse. grossesse, ouais, je ne plus le De terme, grossesse. le mot m'échappait. Et puis donc ouais, bon, donc OK, donc ils sont tous à l'école, ouais, pourquoi pas. Par contre, j'étais étonné, alors tu dis que c'est une histoire qui traîne un peu, mais j'ai zappé la semaine dernière, mais il y a 2 semaines, Cody Rhodes était pas en rivalité avec, comment il s'appelle là, le Mexicain? Ah ouais, avec Phoenix. Zero Miedo. Zero Miedo, pardon. Non, mais ça n'a pas été une rivalité qui est. L'affaire avec QT Marshall, ça dure depuis quelques semaines en fait déjà, quoi. Il y a eu des Ah, mais problèmes c'était au en niveau, backstage. Dustin et QT. C'était jamais Ouais, monté ouais. jusqu'à Cody, en fait. Ouais, mais bon, là, il a fallu régler ça à la bagarre. Donc, Donc c'est le du patron qui est coup, venu, quoi. c'est le patron qui est venu, exactement. C'est le vice-président, tu vois. Donc, pour une dernière édition de la baston, on a quand même le vice-président dans le ring, c'est toujours bien. Oui, voilà. Au moins, il est là. Il mouille le maillot. Voilà, après Cody, après le vice-président, on aura une promo en coulisses de Jon Moxley concernant Kenny Omega. Les Young Bucks là-dessus vont arriver. Personne finalement fait confiance à l'autre. Moxley décide de se reconcentrer sur le match qu'il a ce soir, puisqu'il va affronter un arrivant qui en est, je crois, à son 2e match à Dynamite, en l'occurrence César Bononi, qui est, si vous vous souvenez bien, un ancien de NXT, qui est grand, assez bon physique, quoi, et catcheur en slibard, voilà, dans le classique. C'est le 2e Brésilien à la IW après Tai Conti, dont on va reparler un peu plus loin. Donc match annoncé entre Moxley et César Bononi. Un match qui va durer 7 minutes 56. Du côté de César Bononi, on peut noter qu'il y a le frangin Ziggler, en l'occurrence Ryan Nemeth, et il y a J.D. Drake. Voilà, et alors il va y avoir un match un peu bizarre, voilà, en 7 minutes, qui n'est pas vraiment un squash, mais pas vraiment un match non plus où on a senti César Bononi, malgré son physique, pouvoir sortir quoi que ce soit. Moxley va même lui coller une superplex, un move qui est fait pas souvent. Mais évidemment, l'arbitre, il va être emmerdé par Drake et par Nemeth, qui vont aller s'en prendre à Moxley. Il va se prendre d'ailleurs un bon DDT, le frangin Ziggler. Et derrière, Moxley, il va poser une prise de soumission à Bononi et remporter le match. Victoire de Jon Moxley, mon papy. Ouais, bah, match effectivement classique. Ça lui fait une petite victoire pour Moxley, qui, mine de rien, en ce moment, entre les tag teams et les machins, et les matchs contre Omega, bah, ça lui fait une petite victoire comme ça. Après, c'est toujours les mêmes trucs. Effectivement, c'est des nouveaux groupes qui apparaissent et puis qui essaient d'avoir un petit peu de temps d'antenne. Bon, on va voir ce que ça va durer. Comment te dire ça? Le souci, c'est que je sais jamais trop si c'est des gars sur qui ils vont miser ou si c'est juste, bah, on les tente, on lance une pièce en l'air, on voit si ça tient, si ça marche, bah, on verra s'ils reviennent. Là, Bononi, bon, il a un physique intéressant, on va dire. Après, il a rien révolutionné niveau catch, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bah, c'était un match de mid-card. Voilà, Bononi, on verra la place qu'il obtiendra au fur et à mesure du temps. Il est tellement neuf là que c'est difficile. Et puis effectivement, Jon Moxley, le revoir un peu catché comme ça, ça permet un peu de suivre où ça en est en attendant un peu ce qui se passe dans le main event. Derrière, on aura de la promo. Il y a aussi beaucoup de promos. Hein. Ça dure 2 heures, hein, mine de rien, Dynamite. Hein. Donc, on aura toute la team Taz qui est là, qui est réunie et voilà, qui a pris du plaisir parce qu'ils ont gagné des matchs à Dark. Ils sont contents. Il y a un peu de la bise en ce moment avec Brian Cage, quoi. Et c'est un peu bizarre. Voilà, il y a une ambiance un petit peu bizarre dans un de ces nombreux clans de la All Elite Wrestling. Un petit mot sur la team Taz, Papy? Bah, moi, je pensais que Cage allait se barrer parce que, alors, comme je t'ai dit, j'ai raté la semaine dernière, mais la semaine d'avant, il me semble qu'il y avait une histoire où Cage avait lâché le clan ou s'était barré parce qu'il cautionnait pas un segment, je sais pas quoi. Ah non, il disait qu'il respectait Sting ou une connerie comme ça, puis il avait lâché toute l'équipe, en fait.
Donc je pensais vraiment qu'il allait se barrer, mais a priori, il reste dans le plan tout en étant tendu. On va voir ce que ça donnera, mais enfin, ça gros comme une maison que ça va se clasher cette affaire. Alors, on parle de clan, tu me tends la perche, j'en profite parce qu'on passe sur un autre clan direct, quoi, puisqu'on a MJF aussi en backstage qui est là, qui s'adresse à toute sa troupe, le Pinnacle. Et il leur dit qu'il a un cadeau pour eux, qu'il va leur offrir un styliste et un décorateur d'intérieur pour la troupe. Il va ouvrir la porte pour aller les chercher, mais il va tomber nez à nez sur l'Inner Circle, qui est de chaque côté. Il va y avoir un gros brawl, une grosse baston qui va éclater entre les deux groupes. En particulier Sammy Guevara et Shawn Spears qui s'en mettent joyeusement. Jack Hager et Wardlow qui avaient déjà eu une vraie confrontation entre les cordes et qui se retrouvent et Hager va faire passer Wardlow à travers une table. Et les FTR, eux, s'occupent de la tag team. Bref, grosse bagarre générale. Ça se passe mal pour le Pinnacle. Attaqué déjà par l'Inner Circle. L'Inner Circle, mon papy, qui me semble faire le chemin vers le face turn. Ouais, après, tu connais au point de vue sur Jericho, j'ai l'impression que ça fait des semaines, des mois qu'il est face, de toute façon, vu que t'as plus lui qui hurle ses chansons dès qu'il arrive et qui Oui, c'est clair. joue là-dessus. Donc, pour moi, ça fait un bout de temps qu'il est passé du côté lumineux de la force. Et puis, comme ça se finit avec, je crois que c'est MJF qui finit la tête dans le distributeur. Ouais, je crois bien, ouais. Donc, bon, c'était assez violent. On nous annonce aussi que la semaine prochaine, l'Inner Circle va refaire un segment micro. Ce qu'on veut, c'est qu'ils se fassent des matchs un jour, ces gens-là. Il y a comme de la qualité catchesque dans les deux groupes, donc on a envie de les voir entre les cordes. Ouais, exactement. Ouais, moi aussi, il me tarde de voir des matchs entre les cordes, voir un peu les enjeux qui vont être mis sur la table. Et c'est ça surtout qui m'intéresse. Après, la Elite Wrestling, c'est très compliqué finalement parce que c'est complètement différent là-dessus du produit WWE. Il y a énormément de clans. Ils ont choisi sur un système avec des groupes. Il y a un énorme roster. Ils font tourner. Mine de rien, maintenant, ils ont 3 émissions avec Dark Elevation et Dynamite. Ils font un pay-per-view à peu près tous les trimestres. Ils commencent à être sur un gros rythme. Donc, il y a beaucoup de monde à faire bosser. Donc moi je leur reconnais quand même cet effort de faire bosser les catcheurs et tout ça, mais c'est vrai que bon, on s'y perd un peu pour quelqu'un qui suit pas trop ou qui rate quelques épisodes. Se remettre dans le truc pour voir les trahisons, le mec qui est passé, les face turns, les heel turns, c'est un peu compliqué par moment. Et d'ailleurs on parle de ça, en ce moment on est en plein drama entre les Young Bucks et Kenny Omega. Ça tombe bien parce que Kenny Omega ce soir il fait un trios match, il fait un match avec les Good Brothers, les champions d'Impact par équipe. Qui sont quasiment tous les mercredis dorénavant à la Elite Wrestling, et qui vont avoir un trios match face aux Lucha Brothers et Laredo Kid. Alors Pac est blessé, donc du coup les Lucha Brothers ont été reformés pour l'occasion, Pento, El Zero Miedo et Rey Fenix avec Laredo Kid. Alors là, moi, 3-4, j'annonce la couleur, 3 catcheurs que je kiffe à mort. Voilà, Laredo Kid est un super luchador que j'ai pu découvrir à la AAA en fait, tout d'abord, que j'ai vu à Triple Mania, les 3 derniers Triple Mania. C'est un catcheur que j'aime beaucoup. Avec les luchadors actuels que j'aime beaucoup, il y a Bandido aussi. Mais Bandido, pour l'instant, qui n'a jamais fait d'apparition dans une grosse fédé hors Ring of Honor et les mexicaines. Voilà, qui est un catcheur que j'aime beaucoup aussi. Mais là, pour le coup, on a un trios match qui va durer 14 minutes 20 de l'action. Mais Karl Anderson et Doug Gallows, dont on comprend pas trop l'affaire. On a repris finalement une histoire qui a été entamée en 2019 à Fighter Fest entre les Mexicains et Kenny Omega. À l'époque, le trio s'affrontait déjà, mais c'était les Young Bucks qui étaient dans l'histoire. Donc du coup, là, les Bucks finalement, ils sont remplacés par Omega et lui, il veut s'envoyer avec eux. Match de presque 15 minutes, ça va contrer Davey Trigger, ça va envoyer du Michinoku Driver pour du Near Fall, hein. Et puis on va avoir du Omega qui va balancer du Phoenix Splash. Tout le monde va quand même avoir sa partition, quoi. Bon, je vous passerai le play-by-play des Mexicains parce que c'est énorme. Mais finalement, au bout du bout, avec le One Wing Angel, Kenny Omega 1, 2, 3 va gagner le match. Là-dessus, Jon Moxley va débarquer sur le titre Trenton, va fixer Omega droit dans les yeux, ainsi que les Good Brothers. Et les Young Bucks vont venir se joindre à Omega, vont se diriger vers le ring. Et là-dessus, Omega et les Good Brothers, ils veulent qu'ils vont s'échapper du ring. Alors mon papy, là il s'est passé un peu de trucs, de l'intervention en post-match, et puis un trios match comme nous fait assez régulièrement la IW de toute façon depuis le début.
Yes, alors moi, c'est vraiment ma cam. Je te vois les trios match. Ah, ça c'est Non, mais bien. surtout, en fait, c'est pas tant que ça, en fait. Ce qui est pas ma cam, c'est Kenny Omega et les Good Brothers. Ah ouais, ça c'est autre Euh, chose. Ça, c'est pas du tout ma cam. Et alors, du coup, dès que je les vois, j'ai une irrépressible envie de zapper. Et du coup, je m'intéresse pas du tout à ce qu'ils font. Et c'est chiant, en fait. Les Good Brothers, je comprends toujours pas ce qu'ils foutent là, parce que je comprends pas ce qu'ils foutent là, parce que ils apportent pas grand-chose, si ce n'est qu'ils foutent de l'embrouille, non pas de l'embrouille, tu sais, de la bonne embrouille, genre on fout la la zone. C'est de l'embrouille, genre tu comprends pas leur rôle, et tu comprends pas, tu comprends rien à ce qu'ils font. Omega, je trouve que c'est un champion clown, donc c'est comme si, enfin, je sais pas, un comedy wrestler qui est champion, moi je trouve ça pas terrible pour la fédération. Donc du coup, les trois ensemble, c'est de la, ouais, j'ai utilisé souvent ce terme-là pour tout ce qui touche un peu au main event de l'AEW en ce moment, c'est de la bouffonnerie, quoi. J'aime pas trop ça. Donc après les Mexicains, c'était pas mal, même si du coup, quoi, à chaque fois que je voyais les trois autres cons en face, et ben ça faisait juste bleh. Mais bon, à un moment, ils se font une pile à trois. Je sais pas si tu te souviens, t'as Omega qui porte Anderson et Gallows ou à l'inverse ou je sais plus quoi. Ils font une espèce de splash en montrant les uns sur les autres. C'était d'un ridicule affreux. Mais voilà quoi. Donc les Mexicains, c'est vrai que c'est spectaculaire, mais moi je fais partie des gens qui ont du mal à regarder un match où c'est juste des gars qui sautent dans tous les sens, surtout en weekly, tu vois. C'est-à-dire que dans un house show, dans un pay-per-view, je peux à la limite admettre, parce que je dis c'est plus centré sur le catch. Dans un weekly, pour moi, faut quand même que tu aies un minimum de sens en fait à tout ça. Et puis alors, l'équipe Omega Gallows Anderson pour moi n'a aucun sens. Même si maintenant les Young Bucks, après toutes les semaines changer d'avis, semblent enfin avoir choisi un camp, donc c'est déjà un progrès, tu vois, au bout d'un mois, c'est déjà pas mal. Et les luchadors en face, et ben on avait comment ça s'appelle, Zero Miedo là qui était pur heel il y a 2 semaines à pourrir la famille de Cody Rhodes, et puis maintenant hop, rien à foutre, maintenant je suis redevenu mexicain, j'ai l'histoire de mexicain d'il y a 2 ans. Il faut vous en souvenir, il faut regarder tous les shows du monde et de l'univers pour comprendre ce qui se passe. Moi, c'est pas ma cam, franchement. Moi, je serais moins dur que toi. J'ai trouvé le match de bonne qualité. Bon, Doug Gallows, Anderson, moi, c'est surtout que je trouve qu'ils ont rien à foutre là. C'est pas que je les aime pas, c'est juste que je comprends pas qu'ils soient là. Je pense que avec le roster justement massif qu'il y a à Elite Wrestling, je ne comprends pas que ça soit d'autres mecs qui soient impliqués. Voilà, c'est pour les histoires de Bullet Club, de tout le On s'en background fout, le Bullet derrière, Club, etc. on s'en Mais fout. voilà. Après, moi, je suis moins sévère que toi aussi concernant Omega, malgré tout. Je considère que c'est un type qui a une sacrée carrière et qui, pour moi, n'est pas servi spécialement par le booking et surtout par les partenaires qu'on lui donne. Après, comme je suis aficionados des trois Mexicains et que je considère qu'ils ont délivré la marchandise dans ce match, du coup, moi, j'étais quand même beaucoup plus enthousiaste que toi. Ouais, Allez, on passe. après, tu vois, Omega, ce qui pose problème pour Omega, en fait, c'est, je pense qu'il a des qualités pour faire du bon catch. C'est-à-dire qu'il y a des prises impressionnantes, il sait, enfin, il y a un bon cardio, enfin, il y a tout ce qu'il faut pour faire du bon catch. Mais au milieu de ça, il est parasité par des trucs où c'est de la comédie ou je comprends pas ce qu'il veut foutre, en fait. Et je sais pas, je sais pas comment je pourrais expliquer ça, mais un champion du monde qui, en plein milieu du match, commence à faire n'importe quoi, moi, je trouve que ça décrédibilise un peu le truc, quoi. Ouais, je peux comprendre. Allez, on passe aux filles. On va avoir d'abord une première promo de Britt Baker qui est voilà, toujours en train de gonfler depuis sa victoire sur Thunder Rosa dans le main event là, il y a 2 semaines. Et qu'elle nous explique qu'elle est là pour élever la division féminine. Ça tombe bien, la division féminine. Il va y avoir un tag team match qui va suivre avec Bunny et Nyla Rose, accompagnés de Vicky Guerrero, mais également de Matt Hardy, du Private Party, de Butcher and the Blade, puisque The Bunny fait partie de ce clan-là. Ouais. Et ils vont affronter Hikaru Shida, la championne en titre, et Tai Conti qui elle fait partie du Dark Order. Alors c'est un match qui a duré, j'avais quoi comme timing, qui a duré 7 minutes. Voilà. Donc match qui, vous imaginez bien, avec tout ce monde autour du ring, même s'il y a eu 7 minutes de match sans trop d'anicroche, sans trop d'intervention sur le départ, ça a vraiment catché entre les filles. Mais ça pouvait pas se terminer autrement que par une baston, un gros brawl. Conti, elle va quand même réussir dans ce KO à placer son TKO sur The Bunny,
mais Rose, elle va venir casser le tombé. Là-dessus, il y a la Vicky Guerrero qui va monter sur l'apron et qui va essayer d'attirer l'attention de l'arbitre et Tai Conti. Le Bunny, elle va en profiter pour taper la brésilienne avec sa Kane, sa Singapore Kane pour remporter le match. Victoire des Heels. Et puis voilà, Dark Order. Et puis c'est surtout le truc que le clan de Matt Hardy qui commence à s'affirmer définitivement. Et il y aura donc dorénavant une femme dans le clan de Matt Hardy, mon papy. Oui, il y aura une femme. Alors, juste si tu peux m'indiquer qui est le number one challenger chez les filles en ce moment. Alors c'est une bonne question parce que moi, de prime abord, je dirais que c'est Nyla Rose. Mais d'accord, c'est peut-être. Ils l'ont dit dans le match, ils ont dit la number one contender, mais j'ai jamais fait gaffe à qui. Ouais, mais pour moi, il m'a semblé que c'était Nyla Rose, mais après, j'avais un doute parce que je pensais que le match Britt Baker-Thunder Rosa propulserait naturellement l'une de ces deux filles-là vers un title shot. Et la promo de Britt Baker juste avant le match laissait entendre quand même que voilà, elle en avait terminé avec Thunder Rosa et qu'elle allait passer, elle allait élever la division féminine, donc elle allait passer à un level supérieur. Donc écoute, je serais pas étonné en tout cas que la number one contender, ça se joue entre Nyla Rose et Britt Baker. Et Britt Baker a perdu contre Thunder Rosa. Il me semble qu'elle a perdu et qu'elle dit justement que le match comptait pas parce que c'était un unsanctioned match. Donc elle a perdu elle en fait. Oui, elle a perdu, t'as raison, elle a perdu, ouais. Donc en fait, ça serait Thunder Rosa finalement qui pourrait être dans cette position-là alors. Bah ouais, mais il me semble pourtant que dans le match ils ont dit, je sais plus qui était un number one contender. C'est pour ça que j'avais le doute. Avant j'ai cru que c'était Tai Conti. Je me suis dit tiens ils ont foutu, mais a priori non. Fact-checking, peuple de catch-up. Aidez-nous là parce que. Allez, j'étais confus. On passe au main event. Donc le main event, pareil, c'était un truc annoncé, c'était un arcade anarchy match entre Orange Cassidy, Chuck Taylor, qui affrontait Miro et Kip Sabian, accompagné de Penelope Ford. Pareil, rivalité, alors là, qui dure depuis un sacré bail. Étonné, en fait, puisque ça a toujours été une rivalité qui a toujours évolué dans la mid-card du show, voire à Dark. Et voilà, on a eu des épisodes de mariage, on a eu des épisodes de majordome, on a eu des combats 1 contre 1, on a eu du tag team. On a à nouveau du tag team pour régler les comptes, avec un Miro en grosse mode destruction, un main event qui va durer pas loin de 15 minutes, 14 minutes 30. Beaucoup de choses. Alors, beaucoup de décors d'arcade, mais pour le coup, des arcades catch, quoi. Hein, donc, c'était pas lourd comme un vrai truc d'arcade. C'était des trucs qui soulevaient les gars tranquillou et qui pouvaient se balancer. On nous aura balancé des Legos dans le ring. Voilà, on aura tenté des souplesses et des powerbombs sur des Legos. On va avoir un Cassidy qui m'a semblé un petit chouille peut-être plus réveillé là, avec sa nouvelle musique d'entrée là, les Pixies. Oui. Il semble dans un mode un peu moins lazy, un peu moins feignant, notre ami Orange. Il continue à faire ses gimmicks habituels, mais je l'ai trouvé plus excité, plus investi que d'habitude, quoi. Donc ça va s'envoyer dans tous les sens, ça va retirer ses ceintures, ça va essayer de frapper. Là-dessus, il va y avoir un premier retour avec Chris Statlander dans la division féminine, qui était une cliente assez sérieuse, hein, d'ailleurs, qui avait déjà eu un title shot pour la ceinture, mais qui s'est blessé, qui a été absent un long moment. Miro, il va profiter d'ailleurs de tous Dawa pour faire un gros retour dans le match et pour choper 1 contre 2 Cassidy et Taylor. Et là, il va leur envoyer. Il va y avoir une phase qui va durer 2 minutes 30 de Miro, où Miro va tout péter. Il va péter des gueules à tout le monde. Là-dessus, il y a un van qui va débarquer avec une dame relativement âgée, une dame certainement une copine de l'EHPAD, papy, et qui apparemment se baladait avec Trent, le partenaire des Best Friends de tag team de Chuck Taylor habituel, qui lui également revient de blessure. Alors là, il va se joindre à ses potes, à Cassidy et à Taylor pour s'en prendre à Miro. Taylor, il va ensuite coller un gros running power slam à Sabian. Victoire dans la joie, dans la bonne humeur, dans l'amitié des Face. Victoire d'Orange Cassidy, Chuck Taylor, et bien aidé par Trent, hein, mon papy. Oui, bien aidé par toutes les interventions, sinon ils n'auraient jamais gagné, je pense. Ouais, alors c'est effectivement, je suis d'accord avec à peu près tout ce que tu dis. C'est-à-dire qu'à la fois, j'ai trouvé Cassidy bien investi dans ce match-là, et pas nous faire sa comédie habituelle. Donc je trouve plus intéressant dès qu'il est plus sérieux comme garçon. En revanche aussi, c'est vrai que c'est comme, en fait, un peu comme l'histoire qu'on a vue avec Thunder Rosa et Britt Baker. C'est-à-dire que c'est des feuds de low card qui passent même pas toujours à la télé, et puis d'un coup, pouf, main event.
Pourquoi pas enfin, moi c'est un choix toujours qui me laisse sur un peu perplexe sur cette affaire parce que je pense toujours que malheureusement mettre le low card dans main event, je comprends, hein, c'est en fait pour dire bah, c'est le top de la rivalité, donc le payoff, donc du coup bah, je vous mets en main event pour leur donner l'occasion de se montrer, etc. C'est un peu généreux de la part de l'AEW. Je suis pas sûr que ce soit très bon pour leur produit, mais en tout cas je pense que c'est dans leur esprit de on est une fédération moderne, on laisse la chance à tout le monde, etc. Après, le match en lui-même n'était pas mauvais. Miro, effectivement, est impressionnant sur les phases de domination qu'il a. Surtout, bah, en fait, c'est quasiment tous des crevettes autour de lui. Donc, du coup, bah, quand il se met à les déménager, ça envoie dans tous les sens. Il pourrait en avoir 10 comme ça, il te ferait du petit bout à chaque fois. Mais voilà, c'est toujours j'ai toujours ce petit arrière-goût de me dire, bah, c'est des low carders, quoi, tu vois. Donc, bon, c'est sympa. Voilà. Je veux dire, c'est sympa, mais c'est sympa. Alors, je suis d'accord avec toi sur la place de la carte, c'est-à-dire que c'est un match qui, moi non plus, je ne l'aurais pas mis en main event. Effectivement, c'est une espèce de point final à cette rivalité, et encore, je n'en suis pas certain. Mais c'est surtout que oui, pour moi, le main event, c'était le trios match, en fait. C'était le match avec le champion Bah, ouais. et avec des spécialistes du trios match, en l'occurrence Laredo Kid et les Lucha Brothers. Et c'est ça, pour moi, que j'aurais dû mettre que j'aurais mis en main event. Et j'aurais gardé ce match en avant-dernier ou en antépénultième. Tu vois, je comprenais pas forcément que ça soit en main event. J'ai même été étonné, en fait, sur les vignettes de début de show. Je me suis dit, ah non, ah ouais, ils mettent le match avec Miro. Alors, après, sur le côté positif, c'est que j'ai trouvé Miro particulièrement en forme, ex-Rousseff à la WWE, on le rappelle au cas où vous nous preniez en cours. Et ça, c'était plutôt pas mal. Mais pour moi, bah, il continue à végéter dans la mid-card, mais il a réussi à obtenir un petit shot là dans le main event d'un weekly. Donc, j'espère pour lui que ça va amener vers autre chose. Mais moi, je veux le voir pas avec Kip Sabian. Je veux le voir soit en solo, ou alors dans un contexte avec s'il y a un partenaire ou un manager ou quelque chose de construit. Mais j'ai pas non plus envie de le voir dans un clan. Donc j'espère qu'ils feront autre chose. Il a cherché à Saturn TNT là. Ouais, déjà ça serait une belle chose. Ouais, exactement. Ouais, déjà là, qu'il aille chatouiller du Darby Allin, je serais totalement pour. Quoi. Donc voilà. Donc ainsi s'achève mon papy cet AEW Dynamite du 31 mars 2021. On va switcher. On va passer à NXT. Et à NXT, on a un gros chapitre quoi entre la review du show plus les pronos. J'espère que vous ne nous avez pas quittés en route. Allez vous faire un café. Allez, on passe à NXT. Alors là, il s'agit tout simplement du dernier épisode, hein, mon papy. Hein. C'est le dernier épisode avant Stand and Deliver. C'est le 449e NXT. Ça se déroule toujours au Capitol Wrestling Center, le Performance Center, si vous voulez, de la WWE. Orlando, Floride, USA. Au commentaire, on a Beth Phoenix, on a Vic Joseph et on a Wade Barrett, le trio habituel également. Voilà, NXT aura fait une comment on dit ça, une vignette, je vais appeler ça une vignette pour ouvrir tout ce qui s'est passé sur récapituler les matchs, je vais y arriver de Stand. Récapitulatif. Ouais. Je suis fatigué. Le passage de la All Elite Wrestling à la NXT est difficile. Accroche-toi. Et on va nous raconter un peu tous les matchs qui vont venir. Il y a ce soir un match annoncé entre Roderick Strong et Cameron Grimes et ça va enchaîner quasiment tout de suite, donc presque comme à la All Elite Wrestling, on va avoir direct un match, Cameron Grimes et Roderick Strong qui vont avoir du temps, hein, qui vont avoir un match assez serré qui va durer presque 12 minutes, avec un Roderick Strong qui va avoir grandement l'avantage en début de match pour finalement se faire à nouveau dominer par un Cameron Grimes qui va l'envoyer d'ailleurs à un moment droit dans le plexiglas, dans la gueule. Il va garder l'avantage, il va placer quelques souplesses. Strong va être dynamique, hein. Lui il est toujours dynamique dans le ring, il n'y a pas de problème, quoi, hein. Donc il va réussir à placer son Olympic Slam. Il va se faire distraire par un petit brassard. Il suffit de pas grand-chose au catch des fois, hein, par un petit brassard de l'Undisputed Era que l'adversaire portait. Mais cette distraction, elle va suffire puisqu'elle va être fatale et elle va permettre à Grimes d'effectuer son cave-in pour la victoire. Victoire de Cameron Grimes face à Roderick Strong, papy. Ouais, c'est un match plutôt solide en entrée, un peu comme au niveau AEW, mais avec des gens plus jeunes, on va dire, qui mange pas de pain. Je pense qu'on va assister à un reboot de Strong.
parce que dans la foulée, on le voit quitter un peu les locaux. Ouais. Donc soit il s'en va d'NXT, soit il reboot. J'espère pour lui que c'est un reboot parce que, comme je l'ai souvent dit, j'ai peur que son manque dramatique de micro l'empêche d'aller vraiment plus haut, mais pourquoi pas après, hein, il faudra bien qu'il tente sa chance un jour peut-être. Et je crois que c'est un des plus vieux de l'Undisputed Era, enfin de l'ex-Undisputed Era. Mais bon, c'est solide sur les appuis, voilà, comme tu aimes le dire. Ouais, il est parti en boudin, Roderick Strong, quoi. On va dire ça comme ça, quoi. Alors écoutez, tout ce peuple catch-up, tout cet épisode, il va être là pour hyper le Stand and Deliver, donc il va y avoir des promos dans tous les sens de tous les C'est un mecs. gomme show, hein. Voilà, ouais, vidéo package, etc. sur Karrion Cross et Finn Balor. On aura une vignette de Walter qui parle de Tommaso Ciampa. Voilà, tout le monde va s'adresser un peu à tout le monde. Tout le monde se promet de s'en mettre plein la gueule mercredi prochain. On va revenir sur le ring où on va avoir la Legado del Fantasma avec Santos Escobar qui est là et qui veut lancer un Open Challenge à qui il vient, quoi. Et pour montrer à quel point Jordan Devlin il est dans la merde parce que voilà, lui il ouvre des Open Challenge et il casse des gueules en attendant qu'arrive son challenger. Alors il dit aussi Santos Escobar, il fait un rappel un peu justement à son historique mexicain, quoi, qui représente 100 années, un siècle de lucha libre, et que lui il est né pour être champion, ce qui n'est pas le cas de l'Irlandais. Là-dessus on s'attend à une musique de folie, et la musique de Devlin, et ben non, on aura la musique de Tyler Breeze qui se lance et qui visiblement c'est lui qui a accepté le challenge. Il va affronter le Santos Escobar direct, on s'envoie, un match qui va durer pas loin de 11 minutes. Domination quand même globale du Mexicain, mais notre Tyler, il reste en forme. Il va réussir, entre autres, à mettre hors jeu Mendoza et Joaquin White tout seul, comme un grand. Avant de revenir dans le match, il va coller un sharpshooter pour essayer D'ailleurs, il faisait un petit hommage, je ne sais pas si tu as fait attention, il avait un petit hommage dans ses couleurs. Au Canada. T'as mis Tyler Wazé au Canada, ouais. Mais voilà, Santos Escobar, il va échapper au sharpshooter. Il va réussir à choper les cordes, il va placer son Phantom Driver, un finisher que j'aime beaucoup, pour sécuriser la victoire. Là-dessus, la Legado del Fantasma va vouloir attaquer Tyler Breeze. MSK, qui reviennent un peu là, viennent faire le sauvetage. Et alors que tout le monde veut s'en aller, il y a les Grizzlies Veterans qui apparaissent sur le Titantron. Ils disent que contrairement à tout le monde, eux, ils sont focalisés sur le championnat des équipes des NXT qui va arriver et qu'ils gagneront à les ceintures. Alors, Papy, ce petit match Escobar-Tyler Breeze. Ouais, moi ça me fait toujours plaisir de revoir Tyler Breeze, c'est un gars que j'aime bien. Après, c'était encore une fois un match. Là, franchement, on est dans du go show typique, hein. C'est-à-dire que tu auras peu de surprises, rien de révolutionnaire. C'est les mecs qui chauffent un peu, les mecs qui vont au pay-per-view, forcément, ils gagnent. Donc, t'as vraiment pas de surprise dans l'affaire. Tyler Breeze, ouais, à se demander. Alors, tu vois, moi, j'ai un peu déçu de pas voir Fandango et Breeze chez Ramania, mais non, à Takeover, dans le match par équipe, parce que c'est aussi une des rares équipes qui marchait bien. Donc, j'aurais bien vu une quatrième équipe avec eux. Est-ce que du coup, ça signifie que Breeze va peut-être te lancer en solo, le fait qu'il reprenne des couleurs un peu en hommage au Hart, en hommage à son pays, vu qu'il est canadien, Breeze de mémoire. Je ne sais pas. À voir la suite. Mais lui, c'est pareil, tu vois, c'est un peu comme on parlait tout à l'heure de Strong. Bah, Breeze, c'est un peu pareil. Alors, il est un peu plus jeune, Breeze, mais bon, il a déjà planté une fois au main roster. Donc, est-ce qu'il va se relancer en solo? Est-ce qu'ils vont tenter quelque chose avec lui? Je pense que c'est pareil. C'est des gars, en fait, qui, après Takeover, ils vont devoir se lancer dans des nouvelles histoires, en fait. Et là, ils arrivent vraiment au bout de leur personnage. Ouais, écoute, je sais pas quelle est la suite. Je pense que Fandango, ça se trouve, il était tout simplement au repos, ou il était peut-être malade, ou voilà, il y a quand même pas mal de turnover. Donc je sais pas trop quelle était la raison pour laquelle j'ai pas lu de trucs particuliers là-dessus. On a juste voulu rendre fort Santos Escobar, et je pense que c'était mission réussie. Il gagne dans un match plutôt sympa. Donc voilà, moi ceux qui m'apparaissent vraiment faibles, en fait, c'est plutôt ceux qui accompagnent Santos Escobar pour le coup. Bah oui. Parce que je trouve que vraiment, Mendoza et Wild, à chaque fois qu'on les voit ou qu'ils combattent ou qu'ils sont ringside, etc., à chaque fois ils sont mis en déroute. Ils passent vraiment pour une équipe vraiment faiblarde, je trouve, à côté de leur leader, qui lui quand même tient le titre cruiserweight de main de maître et dans un gant de fer.
Et donc c'est le seul truc un petit peu qui me pose un petit peu problème dans cette Legado del Fantasma. Bah, c'est une équipe bâtie sur la loose, de toute façon, parce que les deux, c'était des losers avant de rejoindre Santos Escobar, et ça restait des losers derrière, quoi. Donc c'est vrai que comparé aux deux autres équipes qui vont affronter, ils sont vraiment très en dessous. Hein. Allez, on parlait de clan à la IW, il y en a un aussi qui existe à la NXT, c'est le clan de The Way, de Johnny Gargano, avec Johnny Gargano qui, comme d'habitude, est en backstage en train de se plaindre. Il n'est pas content du processus qui vise à déterminer son futur adversaire pour TakeOver. Il dit qu'il va pas avoir le temps de se préparer correctement. Voilà, il fait que Jeanne se plaindre du patron aussi, puisqu'il dit que Regal il est pas apte à diriger le show. Là-dessus, il va demander à Austin Theory s'il va être dans les prétendants pour devenir challenger, parce que ça peut être une possibilité, quoi. Et Theory lui explique que lui, il prévoit de gagner et qu'ils feront le fameux Finger Poke of Doom de la WCW si jamais ils se rencontrent. Mais Gargano trouve que c'est pas une bonne idée, quoi. Il pense que ça a enterré la compagnie et il a pas eu tort. Et par contre, il apprécie quand même l'idée parce qu'il dit que ce sera un bon moyen de conserver sa ceinture. Là-dessus, Candice LeRae et Indy Hartwell vont nous parler en fait de leur match, quoi, et déclarent qu'elles vont montrer aux championnes comment ça va se passer. On aura une dernière vignette avec un chien. Alors, mon papy, on va surtout parler du chien, puisque le chien sera un peu le fil rouge de la soirée qu'on va voir passer. On n'en sait pas grand-chose. Il passe sur des grands sigles, des grands logos de la WWE et de NXT. Et voilà, on n'en sait pas plus. On aura aussi quelques images sur Raquel Gonzalez qui détruisait Yoshira la semaine dernière. La japonaise dit qu'elle a fait une erreur en défiant peut-être la lutteuse du Texas. Apparemment, elle est originaire, Raquel Gonzalez. Mais Shira a dit que non, elle, au contraire, quoi, elle l'a défiée parce qu'elle savait que voilà, il y aurait de l'adversité et qu'elle aime rien que ça, Yoshira, et l'adversité. Et du coup, pour terminer avec les filles, Candice LeRae et Indy Hartwell vont avoir un match expéditif face à Gigi Dolan et Zeda Remir, des jobbeuses donc en chef qui vont se faire démonter en 3 minutes, mon papy. Pas grand-chose, hein, voilà, à noter. J'ose qu'on aura vu un petit peu plus de catch d'habitude que d'Indy Hartwell pour commencer un peu à voir ce qu'elle prend. Après le match, Candice LeRae, elle va prendre le micro. Elle va dire que personne ne mérite d'être plus championne qu'elle deux. Elle dit que Hartwell et elle s'engagent à aller chercher les titres par équipe féminin. Ça tombe bien, les championnes, elles arrivent sur un tank. Ember Moon et Chotzi, elles disent qu'elles acceptent le challenge. On va aller se faire péter la gueule à Stand and Deliver. Papy, est-ce que tu valides? Oui, je valide ce que tu as dit en tout cas. Je valide ce que tu as dit. Effectivement, Indy Hartwell, on l'a vu enfin un peu catché. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que ça faisait tellement longtemps qu'elle n'était pas catchée qu'elle était complètement soufflée à la fin du match. Elle demandait un petit peu de cardio à ne faire que des segments backstage depuis des mois et des mois. Donc elle est un poil essoufflée. Par contre, elle a un joli finisher là où elle fait un petit descente, c'est quoi, une descente du coude depuis les cordes, un truc comme ça. C'est plutôt sympa. Un diving elbow qui est pas mal du tout. Ouais. Voilà, donc moi ça m'a plu. Tu vois, en fait, c'est marrant, dès que tu vois un peu plus de catch, ça devient un peu plus intéressant comme cette histoire d'équipe féminine, parce que sinon tout le reste c'était vraiment pas passionnant. Le The Way, ça tatouille. Tu vois, en fait, c'est marrant parce qu'en fait, j'ai eu beaucoup ce sentiment en regardant cet épisode d'NXT de me dire, oh là, il y a comme des trucs, il va falloir tourner la page et relancer un peu des trucs après TakeOver. Parce que The Way, je parlais de Brie, je parlais de Strong. On verra. Enfin, tu en as parlé. Il y a la promo de Ciampa aussi. La promo, je me suis dit, allez, Ciampa, faut passer autre chose derrière, garçon. Hein, voilà, voilà, il y a des trucs. Soit faut qu'il tourne la page complètement d'NXT, soit il faut qu'il relance dans des nouvelles histoires, parce que là, il y a des trucs qui sont un peu rébarbatifs quand même, et dont notamment The Way qui n'aura jamais vraiment décollé à mes yeux. Et juste pour revenir sur les petits passages, les deux fils rouges, parce que finalement c'est deux fils rouges, hein, le petit chien et Raquel et Yoshirai. On reviendra plus tard sur l'histoire des filles, mais le petit chien, au final, ils vont quand même nous teaser que finalement c'est pour accompagner une probable nouvelle arrivante, parce qu'on a vu des talons à la fin. Ouais, exactement, ouais, tout à fait, ouais. Bon. Ouais, écoute, moi je suis, moi ça m'intéresse pas beaucoup. Bah tu vois, autant à la Elite Wrestling, il y a peut-être trop de clans, mais quand même il y a des clans qui sont bien construits et qui sont intéressants. Autant à NXT, depuis l'Undisputed Era et son split, bah il reste plus grand-chose à part The Way, et pour moi The Way c'est pas vraiment au niveau, quoi. Et puis c'est complètement vampirisé par Gargano de toute façon, donc du coup par contre je suis plutôt enthousiaste en fait du match
en lui-même qu'il va y avoir entre les filles de Stand and Deliver. On va en reparler pendant les pronos. Mais donc là-dessus, je suis assez positif. On en reparlera à ce moment-là, quoi. Ok. On passe à un autre match féminin, puisqu'on va avoir Raquel Gonzalez en action, qui va affronter une nouvelle venue et qui, ça fait 2-3 semaines qu'elle est là, et peut-être un petit peu plus, mais qui commence à faire son petit chemin et qui s'appelle Zoe Stark. Alors, ça va être un match court. Ça va être un match qui va durer 4 minutes 54. Et on va voir surtout Raquel Gonzalez qui va exploiter toute sa puissance pour gérer l'avantage qu'elle a par physique, le différentiel qu'elle a avec Zoe Stark. Mais Zoe Stark, elle va pas se laisser faire. Hein. Elle va s'envoyer. Ça va se balancer entre les cordes, se balancer ringside. Elle va avoir droit à l'intervention de Dakota Kai, qui est pas loin de sa copine, dans le dos de l'arbitre, bien évidemment. Hein. Après une bonne série de coups, Stark, elle va finalement se faire stopper. Elle va se choper par le gros finisher de Raquel, le one-handed powerbomb, qui est pour moi, c'est la nana. S'il y a une nana qui fait une powerbomb, à part Rhea Ripley, je vois pas d'autres nanas dans le circuit mondial qui place une powerbomb de cette qualité-là. Là-dessus, Yoshira, il va arriver après le match. Elle va placer un dropkick sur Gonzalez et elle va taper Raquel très très fort, mais elle va être stoppée net et après elle va être envoyée dans le plexiglas. Alors mon papy, on nous hype à mort, le Raquel Gonzalez versus Yoshira. Je crois que de toute façon l'affaire elle est là et je pense qu'on en est bien satisfait. Ouais, plutôt satisfait. Moi, on était d'accord là-dessus, c'est pour dire qu'on est impatient de voir les deux sous sur la gueule. Donc là, ça s'approche. La hype monte. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, alors c'est à la fois intéressant et à la fois un petit truc qui m'a fait tiquer, mais pas forcément de la mauvaise façon. Alors intéressant, le Stark Gonzalez, c'est ce que je me suis dit, ces deux filles-là, faut vraiment qu'ils bâtissent la division féminine là-dessus sur 2021. Là, ces deux filles-là, elles ont elles ont du talent, elles ont de la puissance, elles ont de la niaque, elles ont du catch, en plus elles ont des gueules. Donc moi, je veux absolument qu'ils bâtissent le futur de la division féminine là-dessus. Et en même temps, je me suis rappelé un truc que j'ai lu cette semaine. Alors, je sais plus si c'est Landstorm ou si c'est Bischoff qui parlait en fait de la baston du mercredi en disant, enfin pas de la baston, mais de la rivalité des shows du mercredi. Eric Bischoff parle de la baston du mercredi, mesdames et messieurs. Voilà. En disant c'était un peu biaisé parce qu'en fait, LAW c'est un show, on va dire, Dynamite c'est un show final, tandis que NXT ça reste un show de développement. Et c'est vrai que quand j'ai vu ce match-là, je me suis dit que Raquel Gonzalez, on voit vraiment qu'elle est en phase d'apprentissage en fait. Tu vois, il y a plein de trucs où ça reste approximatif, mais tu vois, il y a des trucs, des enchaînements où elle court un peu. Enfin, tu vois, elle a dû de temps en temps entre des phases, elle perd un peu son personnage. Enfin, tu vois, je sais pas comment expliquer ça. Tu vois, on sent qu'elle est pas encore totalement à l'aise, mais on voit qu'elle progresse. Tu vois, tu sens le talent qui est en train de s'affiner, qui est en train de progresser. Donc moi, je trouve ça, je l'ai senti dans ce match-là, mais je trouve pas ça forcément du coup intéressant. C'est juste que du coup, tu ressens comme c'est voilà, tu regardes un produit fini, mais en même temps, et c'est pour ça que je dis, j'ai envie que 2021 soit l'année de ces filles-là parce que on sent que c'est pas des produits finis, elles sont pas prêtes clairement pour le main roster parce que dans le main roster, c'est pas que c'est plus haut niveau, c'est juste que t'as moins la chance de te rater en fait. Donc faut vraiment que tu sois un peu plus vraiment plus propre. Et donc du coup, on sent que elles sont pas encore prêtes, mais on sent qu'il y a le potentiel chez ces filles-là et j'espère vraiment qu'on va les voir s'affiner et monter en puissance et atteindre le sommet dans l'année à venir. Ah, je suis totalement d'accord sur Zoe Stark. Moi, je suis très convaincu par cette fille. Je trouve qu'elle a une gueule, elle a un physique assez atypique. Je suis pas convaincu par contre par son cosplay. Je l'imaginerais pas comme ça. Je sais pas. Voilà, il va falloir que j'y réfléchisse encore. Mais cette fille, en fait, m'a beaucoup impressionné. Déjà, j'avais tiqué sur elle il y a 2-3 semaines de ça. Et là, la voir affronter Raquel Gonzalez, je me suis dit tiens, on va voir. Là, c'est un bon crash test. Et j'ai trouvé qu'elle s'en était super bien sortie et que c'était même dommage qu'elle n'ait pas eu droit à un match de 7-8 minutes. Mais elle se fait battre logiquement, il fallait porter la hype avec Raquel et mission accomplie, quoi. Et moi, je suis hyper hypé par ce match. Donc vraiment, là, vraiment, moi, je suis totalement emballé, quoi. On va très, très, très vite retourner chez les filles. Avant de faire juste un petit détour par les backstage où il y aura une interview de Kushida. Il est pas content, il est le meilleur technique du monde, il y a Pete Dunne qui arrive, lui il dit que non, c'est pas vrai, donc Kushida il lui dit je vais te prouver le contraire, et il dit puisque c'est comme ça, pourquoi on s'affronterait pas à Stand and Deliver? Et bim, bam, boum, c'est booké en 2-2, Kushida versus Pete Dunne, papy. Alors non,
Je ne suis pas d'accord. Ah Il bon? me semble que c'est pas booké suite à ça. C'est booké Non, après. non, j'ai fait un raccourci. Ah, tu as fait un raccourci parce qu'en fait, c'est booké justement par ce qui va se passer derrière, en fait. Voilà, j'ai fait un raccourci. Tu as fait un gros raccourci, mais bon, Ouais. effectivement, en tout cas, il y a de l'anonymité entre eux, je suis d'accord. Je reviendrai derrière. En fait, je dis ça parce que je suis pas convaincu de cet affrontement Stand & Deliver, moi, tu vois, perso. Mais je reviendrai tout à l'heure, en fait, quand on sera sur la partie où qui va justifier cet affrontement. Ouais. Allez, bah écoute, on termine par le dernier, le main event catchesque de NXT, parce que ça va pas se terminer par un match. On va avoir un match très rapide de la Tag Team Division féminine. Xia Li, accompagné de Mei Ying, vont affronter Kacy Catanzaro et Kayden Carter. Victoire tranquille en 3 minutes des Heels, hein, du clan. Là, on peut parler d'un clan, hein, le clan asiatique, le clan chinois, avec toujours accompagné de Boa et de leur gourou. Xia Li, en fait, elle était toute seule dans le ring, quoi. Et Mei Ying, elle regardait ça depuis sa chaise. Voilà, elle était annoncée dans le match, mais elle luttait pas. Donc, Xia Li, elle a fait ce qu'elle déroule depuis à peu près maintenant, je crois qu'on en est à la 6e semaine. Elle démolit soit du Jobber, soit du Kacy Catanzaro, soit du Kayden Carter, soit les deux à la fois. Alors là, elle a gagné avec son spin kick sur Catanzaro, alors que Kayden Carter, elle va faire l'erreur fatale de vouloir s'en prendre à Mei Ying, qui va tout simplement la stopper par un étranglement et va lui cracher de la fumée au visage. Ça, c'est pas sympa. Hein. Et on aura juste dans la Pas foulée. de Covid, merci. Ouais. Ah bah ouais, là, c'était pas très geste barrière, cette affaire. Donc voilà, écoute, le clan chinois continue à faire son petit bonhomme de chemin, papy. Ouais, et c'est exactement dans la veine de ce que tu disais pour Stark. Hein. C'est que là, on sent que c'est pareil, c'est le truc, il est pas fini, c'est pas super bien fait, tout ça. Mais bah, j'ai envie de voir comme la suite. Tu vois. Je me dis, bah voilà, ils essaient de faire quelque chose et genre, je laisse la chance aux produits, je leur laisse leur chance de trouver le bon truc. Tu vois, c'est comme si tu assistais à la naissance de la Wyatt Family, tu vois. Ça serait pas parfait tout de suite, et bah là, tu te dis, bah voilà, j'assiste peut-être à la naissance d'un bon truc avec les Chinois. Et donc, bah, je leur laisse leur chance de réussir à faire un produit sympa à la fin. Ouais, écoute, moi, pareil, de toute façon, je suis relativement convaincu depuis le début par cette team-là, Team Chinese. Et Xia Li, moi, sa transformation physique m'a impressionné d'entrée. Je la trouve de plus en plus convaincante. Je veux la voir face à du plus lourd. Il développe ça doucement, gentiment, mais sûrement. Et du coup, ça me va bien. Allez, bah écoute, toute la suite, ça va se passer dans les vestiaires d'abord avec Raquel Gonzalez qui va être interviewée, mais qui va se faire attaquer par Yoshirai. Donc, grosse bagarre, ça va s'envoyer, ça va se terminer contre les murs et ça peut pas se relever pour la japonaise, c'est compliqué. On aura Thomas Ciampa sur le grand écran qui va nous expliquer que sa femme et c'est sa femme et son gosse lui ont offert un On s'en collier fout. avant de passer sur la table d'opération, qu'il est plus le même, qu'il a changé, j'ai changé, mais ça changera pas grand chose au fait qu'il va couper la tête du dragon en bâton, Walter. Et bon, je sais pas, il nous explique, il nous dit que le Psycho Killer est toujours en lui. Alors écoute, est-ce qu'on a été convaincu par ça? On vous le dira à la fin. On va avoir un récapitulatif complet de la carte du pay-per-view qui va venir. Et au final, une petite promo de Finn Balor qui nous dit que ça faisait longtemps qu'il attendait d'affronter Karrion Kross, son endurance et sa force. Et là-dessus, Kross va couler. He goes to sink. Et c'est ce qui va se passer à NXT TakeOver. Alors en fait, pour résumer véritablement la fin du show, ça a été à peu près 8 à 11 minutes de vidéo promo, de backstage, d'attaque avec Raquel Gonzalez, de mise en place des matchs, de vignettes. Voilà, ça a été tout un melting pot cette fin de show, Papy. Et moi, j'ai trouvé ça, je te le dis d'entrée, j'ai trouvé ça un peu étrange, quoi. Il reste un match encore. Ouais, mais ça t'a pas semblé super long? J'ai trouvé ça. Non, alors, oui et non, en fait. C'est que il y a beaucoup de pros. Bah, c'est le Gong Show, donc forcément, ils bookent un peu les matchs du TakeOver. Comme c'est sur 2 soirées, bah, il y a 2 fois plus de matchs bookés, donc c'est 2 fois plus long. Mais surtout, il y a un segment que tu n'as pas encore évoqué, c'est le segment Undisputed Era match, là, qui, lui, pour le coup, était vraiment interminable. Lui, c'est en fait un segment de pay-per-view qu'ils ont foutu en weekly. Ah ouais, t'as raison. Ouais. Mais il y en avait tellement, là. Moi, j'ai été perdu, là, si tu veux, au bout de 4, 5, 6, 7 trucs de backstage. Je sais plus où j'en suis, quoi. Et, Ouais, parce que
sais pas s'il a pris en fait le truc entre O'Reilly et Cole. Il a pris ou il est. Ouais, le O'Reilly et Cole, ça s'est passé en fait entre le match du clan chinois et le Raquel Gonzalez, quoi. Donc il y a eu un gros focus sur ce que va être le match entre Adam Cole et Kyle O'Reilly, quoi. Et très long, hein, et gros résumé là. Mais tu sais quoi, on s'est fait la même réflexion avec Irem pour Raw. Raw, cette semaine, il y a eu des packages vidéo, mais interminables, dont tu te rends compte que le Orton Finn, ça a duré 6 minutes avant qu'il se passe un truc, tout ça pour finalement voir le Finn se faire un petit coup de balançoire avec Alexa Bliss. Et au final, NXT, ça m'a fait la même sensation. Je trouvais que c'était long, les trucs, toutes les promos et tout. J'avais l'impression qu'on n'en finissait pas. Et puis après, effectivement, tu te dis, ouais, merde, il y a encore un match. Ce que j'avais cru était le main event avec les filles, ça ne l'était pas. Il y avait bien un match encore derrière. Ah ouais, quand même. Et je me dis, merde. Alors... Et puis après, je réalise, je fais, ah mais oui, le North American Championship. Ah oui, il reste comme le plus gros match. Voilà, quoi. Donc on a une bataille royale de 11 mecs avec Roderick Strong qui devait participer d'ailleurs, hein, mais comme il a quitté le bâtiment, du coup, il n'y sera pas. Les 6 derniers hommes en lice pourront faire un gauntlet match lors de la première soirée de NXT TakeOver pour déterminer le number one contender à Johnny Gargano, dont l'ordre d'entrée pour ce gauntlet match sera déterminé ce soir par l'ordre d'élimination dans la bataille royale. Alors, dans ce match, il y aura Jack Atlas, Isaiah Scott, Tyler Rust, Austin Theory, Kushida, Pete Dunne, Léon Ruff, Bronson Reed, Cameron Grimes, Dexter Lumis qui va avoir une stratégie, mon papy, on en reparlera à sa manière, quoi, à la Dexter Lumis. Jack Atlas va être le premier éliminé. Tyler Rust va être le deuxième éliminé. Bronson Reed va dégager Austin Theory, mais ses pieds vont pas toucher le sol, il va s'en sortir une première fois, mais l'arbitre va quand même le considérer parce qu'il va mettre la toute pointe des pieds, ça suffira. Kushida, non. Comment ça, non? Mais non, il se fait éliminer parce que ce débile fait un saut carpé pour se relever, en fait. Ah, et c'est comme ça qu'il pousse avec la pointe des pieds, c'est ça qu'il fait? Non, en fait, il a les deux pieds par terre, qui touchent pas par terre, donc il est pas éliminé. Et il est sur le dos, un peu comme une sorte de tortue là, qui est à l'envers, et qui est coincé, et il cherche à moyen de se retourner, en fait. Et comme il court pas, il dit, ah si, je sais comment je vais me relever, et il fait un saut carpé, mais du coup, en faisant son saut carpé, il atterrit sur ses deux pieds, et il est éliminé comme ça. Ah mais oui, ce foire, ouais, ah ouais, mais ouais, d'accord. Ouais. En fait, il joue le rôle du vraiment gros débile profond là sur cette affaire. Hein. Mais c'est un peu ce qu'il joue dans The Way depuis le début quand même, un petit peu. Hein. Oui, c'est pas faux. donc voilà, donc écoute, les animosités vont ressortir dans ce match, hein, puisqu'il y a Kushida et Pete Dunne, et qui après une grosse série de coups vont s'éliminer mutuellement. Là-dessus, il reste donc que les 6 qualifiés pour NXT TakeOver. Ça va être parallèlement au match, hein, que Regal va officialiser le match d'ailleurs entre Pete Dunne et Kushida pour la première soirée du pay-per-view. Suite à leur élimination. Voilà, ouais. Et derrière, Léon Ruff et Isaiah Scott vont être les premiers éliminés du Gauntlet match. C'est Bronson Reed qui les a éliminés. Là-dessus, Dexter Lumis, qui n'avait pas fait grand-chose jusqu'à présent, va éliminer Bronson Reed. Lumis et LA Knight se mettent tous les deux pour dégager Cameron Grimes, qui a tenté de les soudoyer, hein, d'ailleurs, qui a tenté de les corrompre. Et finalement, on arrive à la fin du match. LA Knight s'est tombé une première fois hors du ring, mais il n'est pas passé sous la 3e corde, il n'est pas éliminé. Il en profite pour tirer Lumis à l'extérieur du ring, pendant que celui-ci était sur la prône. Là-dessus, Dexter Lumis est éliminé. LA Knight, vainqueur de la Battle Royale, qui rentrera donc le dernier lors du Gauntlet match de TakeOver. La Battle Royale, elle a duré 12 minutes 56, près de 13 minutes. On termine juste avec le dernier segment, puisque après le match, LA Knight, il a eu un face-à-face avec Johnny Gargano. Yoshirai va débarquer et va demander à Raquel Gonzalez de ramener sa fraise, qui va s'empresser de débarquer. Direct, ça se tabasse. Les officiels viennent pour les séparer, mais la japonaise, elle en peut plus. Elle va porter un major crossbody sur son adversaire de Pete Ring vers l'extérieur. Et finalement, célébrer pour clôturer ce show. Voilà, papy, on a 2 informations. On a que Yoshirai et Raquel Gonzalez, elles vont s'en mettre mais plein la gueule. Et que LA Knight s'affirme peut-être comme un gros challenger possible à Gargano. Ouais, donc beaucoup d'infos là-dessus. Et j'ai une info aussi, l'info aussi dont tu parlais tout à l'heure et j'ai pas réagi tout à l'heure volontairement, c'est donc que Kushida et comment il s'appelle? England là. England. Aide-moi. Qu'est-ce qu'il affronte Kushida? Kushida, il va affronter Pete Dunne. Voilà, Peter England.
Pete Dunne. Dunne et Kuchitan ne font pas partie du match pour le North American Championship. Alors là, sur le coup, je suis sur le cul parce que il y a Ruff et Scott qui restent eux dans le match. Alors je me suis dit, putain, à part Pete Dunne et Kushida qui vont être à takeover, mais les autres numéros vont y être. Mais par contre, en fait, c'est parce qu'ils ont leur match solo qui se dégage derrière. Je suis pas super convaincu qu'ils se retrouvent à un match à takeover juste parce qu'ils sont croisés 2 minutes avant et que d'un coup ils se détestent. Je trouve pas la construction super là. Je pense que ça va être juste un match pour ils vont se faire très très mal et se faire une grosse soumission et se casser plein de doigts. Je suis pas super en ordinateur pour les pronos, mais du coup, moi, cette construction-là, elle me paraît vraiment précipitée. J'aurais préféré les voir dans le content match de Takeover, perso. Ouais, après, bah, du coup, LA Knight qui avait perdu la semaine d'avant ou la semaine d'encore avant, je sais plus, bah là, du coup, il se retrouve avec une victoire qui lui permet d'être bien placé pour le North American Championship, même si du coup, j'ai du mal à le voir gagner pour affronter Gargano, mais pareil, on y reviendra tout à l'heure. Mais sinon, le truc le plus important pour moi, c'est que en fait, c'est les filles qui ont fait le main event, qui ont fait le fil rouge du show. Raquel Gonzalez ou Io Shirai, et ben là, ils l'ont vraiment très bien rendu, je trouve. Ils ont pas eu besoin de nous faire des packages vidéo à la con. Ils ont juste fait un fil rouge avec des filles qui se détestent, une Io Shirai qui a passé tout le show à essayer de péter la gueule à Raquel Gonzalez. Et à chaque fois, elle se faisait exploser contre le mur, elle passe à travers un mur, passe à travers un plexi. Elle est passée à travers tout et n'importe quoi. Et à la fin, elle arrive au final quand même à prendre le dessus, mais après 15 attaques sur Raquel Gonzalez. Donc, bah, on sent qu'elle a de la grosse animosité. Là, je trouve que le Go-Home Show à ce niveau-là a été bien joué. Ouais. Là, pour le coup, une bonne fin de weekly. Effectivement, entre Yoshira et Raquel Gonzalez, hein, ça n'a pas arrêté et ça, c'était plutôt sympa. Moi, je suis plutôt content. J'ai eu un petit moment de recul la semaine dernière parce que LA Knight a perdu un match et j'ai trouvé que ça n'avait pas de sens de le faire perdre comme ça d'entrée. Là, il a retrouvé de sa superbe avec cette bataille royale. Il s'affiche comme vraiment un gros prétendant pour ce North American Championship. Donc, je suis plutôt satisfait de ça. Allez, ainsi s'achève ce NXT. La semaine prochaine, voilà, qui était le Go Home Show de Stand and Deliver. Mon papy, nous sommes arrivés au temps de la dernière votation de la baston du mercredi, 22e édition. C'est à toi, papy. Eh ben, mon vote va te permettre d'être la voix finale de cette baston, puisque je vais voter sur un match nul. Alors, je suis un peu champion des matchs nuls, malheureusement, mais c'est parce que, comme je l'ai dit un peu, je sais pas si ça s'est senti quand j'ai parlé de ces shows. En fait, j'ai retrouvé dans ces 2 shows, bah, tout ce qui me plaît et tout ce qui m'énerve un peu depuis certain temps avec l'AEW et NXT. C'est qu'ils ont toujours leurs mêmes défauts qui apparaissent. Bah, l'AEW, c'est parce que parfois il y a des trucs insensés qui se passent d'une semaine sur l'autre et des mecs que tu ne connais pas qui d'un coup se retrouvent tout en haut de la carte, qui disparaissent pendant un mois derrière. Enfin, c'est peu de petites problèmes de continuité côté AEW. Et côté NXT, tu sens qu'il y a comme des gars qui sont en formation et d'autres qui, par contre, ils tournent en rond à force de ne pas évoluer. Mais il y a eu des choses plaisantes aussi, comme tu l'as dit. Il y a eu les luchadors, c'est comme, même si j'aime pas Omega, les luchadors ont été spectaculaires. On a eu le courage de Christian, etc. Donc c'est sympa. Et côté NXT, je trouve que la rivalité féminine a été particulièrement bien bookée. J'ai un gros espoir pour les 2021 pour les filles parce qu'il y a vraiment des gros talents là qui sont en train d'éclore côté NXT. Un peu moins chez les gars, mais il y a comme des mecs pas mal dans les tuyaux. Donc j'ai de l'espoir pour ce centre de formation qui est NXT. Et donc du coup, je donne un match nul parce que j'ai pas un show qui est sorti plus que ça du lot parmi l'autre et ni un qui était complètement catastrophique. Et donc voilà, donc tonton, à ton vote. Écoute, moi j'ai trouvé les 2 shows moyen plus, quoi. C'était pas. Alors, effectivement, le NXT était un go home show, mais j'ai été un peu abruti, mais je l'ai été à Raw déjà, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Un peu abruti par les promos, les vidéos packages, les annonces de matchs, les trucs, WrestleMania, les trucs. Alors, avec tout le catch qu'on regarde, du coup, peut-être que j'étais un peu en mode voilà, là, j'en ai plein la tête, là. En plus, en même temps, je faisais des sondages pour le Twitter de Catch Up. Donc, j'étais un peu, tu vois, la tête pleine peut-être au moment où j'ai visionné les shows. Et à NXT, ça m'a beaucoup plus posé de problèmes qu'à la AEW. Après, je trouvais qu'il y avait eu des matchs de bonne qualité dans les 2 shows.
C'est compliqué. Et puis finalement, la Battle Royale de NXT a été plutôt une bonne surprise. Du coup, je suis bien embêté aussi, quoi, de finir sur un match nul pour cette 22e édition. Ça serait dommage. J'ai envie de trancher. Allez, tranche dans Moi, dans le vif. comme j'ai vraiment beaucoup aimé le match de Christian, j'ai beaucoup aimé le trios match à la AEW. Même si j'ai pas trouvé normal dans la place dans la carte du main event, je l'aurais mis en mid-card. Mais au final, ils ont rempli le taf. J'ai trouvé les mecs à la AEW dans le main event. Allez, je vais me faire un plaisir personnel et je vais donner mon point final et définitif sur cette dernière baston à la IW. Ainsi Vas-y, fais ton donc, kiff. peuple de catch-up, victoire de la All Wrestling. Score final. Alors, je vous donne les ratings. Parce que finalement, tout au long de cette guerre des mercredis, le constat quand même, à part pendant le mois de juillet 2020, nous sommes précis, la IW aura terminé en tête des ratings tout le temps, avec des hauts, avec des bas, frôlant le million, approchant le million, alors que NXT est toujours resté dans une base entre 550 et 750. Là, cette semaine, grosse baisse des ratings en fait pour les deux. La IW a fait 700 000 et la NXT a fait 654 000. Donc c'était serré, mine de rien. Et NXT avait bien fait le boulot pour la hype avec son Go Home Show pour Stand and Deliver. Donc NXT aura accroché jusqu'au bout. Et puis pour cette 22e et dernière édition, ça nous fait donc, mon bon papy, un score de 10 victoires pour la IW, 8 victoires pour NXT, 4 matchs nuls. Et dans la saison 2 et saison finale, ça nous fera 3 victoires pour la IW, 2 victoires pour la NXT et 1 match nul. Ouais, c'est un peu comme les ratings, tellement c'est l'AEW qui est toujours un poil au-dessus de NXT. Oui, voilà, quelque part, ça suit un petit peu la courbe qu'il y aura eu tout au long de ces mercredis, quoi. Et c'est plutôt sympa. Cette guerre de mercredi, en toute amitié, nous l'avons vécu et c'était plutôt sympa. Pour moi, en tout cas, j'ai vraiment apprécié tout au long des reviews qu'on a fait. Le fait, tu vois, de pouvoir échanger les points de vue sur deux produits un peu différents, dans un contexte assez particulier du Corona Mania. Donc ça, c'était cool, quoi. C'était fun. Oui, voilà. Puis comme tu dis, c'est deux produits qui finalement ils vont toucher un peu le même public parce que c'est un truc, on va dire plutôt type smart. Les deux produits, je pense assez clairement. Mais par contre, c'est pas du tout la même ambition, la même manière de fonctionner. Il y en a un qui est vraiment typique. Je vais te monter les trucs pour faire plus tard comme de la WWE main roster, et l'autre qui tente des nouveaux chemins, parfois avec réussite. Comme l'histoire de clans, tout ça qui peuvent être sympas. Parfois des trucs où on se pose plus de questions. On en a souvent parlé. Mais c'est vrai que c'est deux manières de voir les choses différentes. Et puis c'est sympa de pouvoir les mettre en face à face durant cette année et demie, c'est ça? Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Alors écoute, avant de se lancer sur les promos de Stand and Deliver, on fait un coucou, donc un petit big up aux participants de la baston, comme tu l'as fait, je crois, en début de review, quoi. Donc, vous aviez votre papy, votre tonton, mais vous avez aussi votre Rickside, votre amiral et votre Raphaël qui ont contribué à ces 22 éditions. La technique avec les IRM, Giscal, notre fact-checker Kyrias, c'était bien, c'était cool, quoi. Quand on a commencé les tout premiers numéros, on pensait même pas faire 22 éditions. Ça a été un peu chaotique comme sortie, on va dire, mon papy. Yes, mais en tout cas, je suis content aussi de voir que le public a suivi et a bien encouragé cette baston. Donc ça faisait plaisir. C'est ça aussi qui nous a. Enfin, moi en tout cas, personnellement, c'est ça aussi qui m'a motivé à essayer de tenir jusqu'au bout, quoi. Même quand j'étais pas forcément chaud pour me manquer toutes ces heures de catch. Le peuple de catch-up est un soutien psychologique important pour ses chroniqueurs. Voilà, exactement. Si vous étiez pas là, on n'en regarderait peut-être pas autant. Allez, mon papy, on passe aux choses sérieuses. On passe à la semaine de folie qui s'annonce. Ça y est, c'est un petit peu finalement cette dernière review de la baston. En même temps, c'est assez marrant parce que c'est le coup d'envoi de la WrestleMania Week là. Et ça fait un truc de fou, Il y a du show dans tous les sens. Il y a deux NXT Takeover, un Raw, un SmackDown. Il y aura du Dynamite pour moi aussi parce que je le regarderai quand même. Et
les deux WrestleMania, le SmackDown qui sera le pré-show de WrestleMania, c'est un truc de psychopathe. Le Hall of Fame. il y en a de partout, ça dégouline de partout, ça transpire le catch. Voilà, mais la WWE fait son show et ils attaquent avec NXT TakeOver, Stand and Deliver. Mon papy, es-tu prêt? Mon papy, as-tu la carte? J'ai la carte sous les yeux, la Night 1 et la Night 2. Eh bien, je te propose de commencer par la Night 1. Eh ben, allons-y, Night 1. Eh ben, on va justement commencer par un match qui vient d'être annoncé dans ce NXT. C'est le Pete Dunne versus Kushida, qui donc du coup aura lieu dans la première nuit. Je sais pas si du coup tu as les stats Twitter là-dessus. Alors ouais, j'ai les stats Twitter là-dessus. Je n'ai rien loupé. J'ai fait une grosse séance de sondage sur Twitter sur le NXT TakeOver spécifiquement. Il y en aura une grosse aussi sur WrestleMania. Ne vous inquiétez pas, elle est déjà un petit peu sortie, quoi. Donc alors voilà. Alors écoute, c'est un match très serré puisque pour l'instant sur la cote Twitter, nous sommes à 54% pour Pete Dunne et 46% pour Kushida. Et mon prono, je vais te donner mon prono à la foulée, et puis mon prono à moi, eh bien moi, je vais donner Marty Kushida McFly vainqueur. Ouais, et ben on va pas se bastonner parce que je vais te donner pareil que toi, parce qu'il me semble que Kushida a perdu le dernier pay-per-view contre Gargano. Donc du coup, je Ouais. pense que pour équilibrer les choses, on va mettre Kushida vainqueur. Donc pour l'instant, Pete Dunne a une légère avantage sur la cote, mais c'est vraiment léger, hein, c'est très serré entre les deux. Bah, je pense qu'il est plus chouchou parce que c'est le plus ancien des deux, puis ça fait partie des gars où tout le monde se dit ah il mériterait d'être tout en haut de la carte et tout. Et bah justement, on en parle de 2021. J'espère que Pete Dunne, alors moi je souhaite pas qu'il monte tout de suite. J'aimerais bien par contre qu'il se fasse un run de vrai main eventer de NXT sur l'année à venir, quoi, pour qu'il se fasse une dernière année au top niveau. Il est très jeune encore, donc qu'il se fasse une dernière année à tutoyer les étoiles et puis qu'ensuite il passe au main roster. Et donc Donc Ouais. Kushida. Ouais, mais non, mais je crois Excuse-moi. que tu allais enchaîner sur le match qui suivait. Mais je suis con, c'est moi qui ai donné le match, mais j'ai oublié, excuse-moi. Bah ouais. Moi, C'est porté. j'ai pas fait l'effort de la carte, moi. Non, mais j'ai la carte, t'inquiète pas. Donc le suivant, en fait, c'est un match du coup pour un titre qui est le titre vacant des ceintures tag team de NXT et donc qui va opposer MSK, qui est le vainqueur du trophée Dusty Rhodes Classics, Grizzled Young Veterans, donc qui étaient les finalistes, si je dis pas de bêtises, qui les affrontaient en finale, et donc l'équipe Legado del Fantasma, donc Raúl Mendoza et Joaquin Wilde, les coéquipiers du champion cruiserweight Santos Escobar. Quels sont les stats du coup là-dessus, tonton? Alors, bah écoute, là, c'est MSK vainqueur à 46%, et les deux autres se partagent à 26%. Ouais, Et et ben, je vas-y. vais suivre le peuple catch-up Twitter, et je vais donner aussi les MSK. Eh ben, on va sûrement pas se mettre en désaccord parce que j'ai aussi donné MSK. Je comprendrais pas qu'ils aient gagné le tournoi pour perdre ensuite les ceintures. Ça me semblerait bizarre. Incongru, j'ai envie de dire. Et donc, du coup, on va enchaîner tout de suite. Cette fois-ci, j'ai compris que c'était à moi de dire les matchs. Et donc, on a le Six-Man Gauntlet Eliminator Match. Ah, là, j'ai pas de code Twitter, du coup, parce que ça rentre pas dans les cases. Ah bah alors là, je suis pas d'accord avec toi. Je pense qu'il y en a deux qu'on peut éliminer tout de suite. Mais on va quand même les dire. Donc, du coup, c'est pour ça qui sera le number one contender au North American Championship. Et donc, le premier entrant, c'est Leon Ruff qui a affronté Isaiah Swerve-Scott. Le vainqueur de ce match affrontera Bronson Reed. Le vainqueur de ce match affrontera Cameron Grimes. Le vainqueur de ce match affrontera Dexter Lumis. Et le vainqueur affrontera LA Knight. Donc, du coup, tu n'as pas de sondage Twitter, mais est-ce que tu as un favori, toi, tonton? Eh ben écoute, j'hésite entre 3 hommes, et j'hésite entre un coup fin. Bronson Reed, Dexter Lumis et LA Knight. Alors, LA Knight m'a apparu vraiment gros comme une maison à NXT mercredi soir. Donc, est-ce que ça cache pas quelque chose? Et Bronson Reed et Dexter Lumis me semblent, mais allez, je vais quand même suivre le gros truc, quoi, et le gros truc que nous a mis NXT dans la tête, et je vais donner LA Knight. Intéressant. Eh ben, nous sommes en désaccord pour la première fois ce soir, tonton, puisque moi, je vais parier sur le fait que Dexter Lumis, on le voit jamais catcher.
pour qu'il se décide enfin à catcher et nous sortir sa victoire de prestige. En plus, déjà pour un alignement face heel dans la suite, parce que c'est Gargano le champion. Et je vois bien LA Knight se faire prendre. Il va peut-être se moquer de Bronson Reed ou je sais pas quoi et se faire du coup se prendre un coup d'entourloupe. Et voilà, donc moi je mise sur le Dexter Lumis pour un match le lendemain contre Gargano. Mais avant de parler du lendemain, il reste 2 matchs pour cette soirée 1 de NXT TakeOver. Un match pour une ceinture qui n'est pas une ceinture de NXT, une ceinture de NXT United Championship, et qui donc va opposer le champion Walter d'Autriche à l'américain Tommaso Ciampa. Pour donc un Autrichien contre un Américain pour savoir qui sera champion United Kingdom. Que disent les Exactement. tweetos? Eh bien, écoute, large avance pour Walter avec 68%. Contre 32% pour Ciampa, tu vois. Donc là, le peuple de catch-up voit largement Walter vainqueur et moi aussi, je le vois largement vainqueur. Je ne le vois en aucun cas donner sa ceinture UK à Tommaso Ciampa. Et ça risque d'être bien saignant entre ces deux-là. Ouais, je vois aussi Walter gagner. Walter. Walter. J'ai juste un doute, moi, tu vois, un truc qui me perturbe, c'est que je me dis, Walter, il va quand même débarquer NXT des grands un jour, quoi. Il va pas rester champion anglais pendant des lustres, quoi. Donc, je ne sais pas comment il va faire pour perdre sa ceinture, en fait. Mais d'un côté, est-ce que tu vas envoyer Tommaso Ciampa à NXT UK? Voilà, donc ça aurait été un autre mec que Tommaso Ciampa, j'aurais peut-être cru, tu vois, en me disant, bah, c'est l'occasion pour Walter de se rendre disponible pour NXT. Mais bon, Tommaso Ciampa, je vois vraiment pas traverser l'Atlantique, surtout en période de Covid. Donc du coup, je vais garder Walter comme champion, moi aussi, sans aide. Et donc, il nous reste un match. Est-ce que tu sais c'est lequel qui reste de match? C'est le main event. Le main event, on en a beaucoup parlé dans cette preview, vu que c'est le main event féminin. Exactement. Que nous attendons, je pense, tous les deux avec énormément d'impatience. Ah, c'est Qui va clair. opposer donc la championne Yoshirai à la challengeuse Raquel Gonzalez, accompagnée de Dakota Kai pour donc le NXT Women's Championship. Quelles sont les cotes? Alors pour ce match, j'avais fait une option no contest. Et du coup, je suis assez étonné, là, tu vois, là, pour le coup des votes, ça a été un sondage où il y a eu pas mal de votes, c'était sympa, merci à tous. Puisque no contest à 15%, Raquel Gonzalez à 15% et Yoshirai à 70%. Eh bien, écoute, moi, je vais aller totalement à l'encontre, alors là, de l'écrasante majorité du peuple de Twitter, puisque moi, je vais donner Raquel Gonzalez. Et je pense que là, Shirai, elle lancera à 11 mois de règne. Alors effectivement, je pense qu'il y en a beaucoup qui parient sur le fait que Yoshirai va avoir droit à une année de règne et tout ça, et qu'elle va rester dans l'optique peut-être même d'un match avec Asuka, qui sait, l'année prochaine. Mais moi, je crois que c'est le takeover de Raquel Gonzalez. Et donc, je donne la victoire à Raquel. Eh ben, je suis comme toi dans la minorité parce que je pense aussi que Raquel va s'imposer. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'appelle de mes voeux que 2021 soit son année. Et je pense que autant elle est encore green pour le main roster, autant Yoshirai, après son année de règne, maintenant elle a ce qu'il faut pour y aller là. Elle a pris les codes américains, on va dire, et donc elle est prête pour tenter sa chance au main roster. Et donc voilà, je dirais Raquel Gonzalez. J'aurais eu le doute si jamais elle avait été invincible pendant tout le Gom Show, mais le fait que Yoshirai nous finisse le show en étant enfin dominante, je me dis hop, reverse booking, booking inversé, ce sera pour Raquel Gonzalez. Et si c'est le cas, je ne serai pas déçu, loin de là. On passe au dimanche, au jeudi. Ah, tu vois, dans le moment où on parlait, là, il y a eu un vote, bim, c'est exactement sur le match sur lequel on parlait, et c'est encore un vote pour Yoshirai. Bon, décidément, c'est la chouchoute des votants. Voilà. Vous allez être déçus. Passons à la nuit 2. La nuit 2. Nuit 2 qui va commencer aussi par du féminin, enfin en tout cas dans ma liste, puisqu'on va passer cette fois-ci aux côtés des tag teams féminines, avec un match qui était beaucoup aussi un peu à l'arrache, mais qui a une affiche qui me semble peu plaît bien, entre Ember Moon et Josie Blackheart versus The Way, composé de Candice LeRae et Candice. Ah, c'est marrant ça, Candice LeRae, The Way et Indy Hartwell. Est-ce que les tweetos sont des favoris?
Alors écoute, là, c'est assez serré puisque c'est Shotzi et Ember vainqueurs à 57%. Tu vois, c'est du 43% pour Candice et Indy. Et toi, qu'est-ce que tu en Et dis? moi, le tonton des tontons, je vais vous dire que je vais aller du côté des Face et je vais aller du côté de Shotzi et Ember qui conservent. Yes. Ça va pas être la soirée des Gargano, ces takeovers. Là, je le sens pas pour Gargano, je le sens pas pour Candice. Intéressant. Est-ce que justement, ce sera pas le moment pour eux de dégager aussi derrière? À voir, à voir. Il y aura certainement des gens qui vont être promus, je présume, derrière, hein, en main Ah roster. bah ouais, j'imagine bien. Ouais. Il faut imaginer, on parle beaucoup de fin de cycle pour beaucoup, ou de côté des NXT. Bah, j'en ai aucune idée en fait, en toute sincérité. Effectivement, Ember Moon m'a l'air de plus en plus en forme, donc j'ai envie de la voir dans le ring avec Indy Hartwell qui m'a un peu intrigué par ses débuts catchesques. Et donc du coup, je vais quand même voter pour les faces dans le doute, vu que j'ai pas d'idée. Dans ces cas-là, on conserve les championnes actuelles. Un match qui n'aura, ou justement, tiens, on parlait de personnes qui allaient peut-être quitter NXT. Je pense que ça concernera peut-être au moins l'un des deux. L'Unsuction Match, hein, donc un match qui n'est pas sanctionné par NXT et qui n'a pas non plus de ceinture en jeu, puisqu'il a juste l'honneur en jeu entre Adam Cole et Kyle O'Reilly. Ouh là, je pense qu'il se doit être serré au niveau des tutos. Alors, Kyle O'Reilly, Adam Cole. Attends, je le recherche. Ah voilà, ça y est, je les ai. Alors là, pareil. Ah, quand même. Ça, c'est bien, je les redécouvre en même temps, quoi. Donc, du coup, bah, la cote, elle est en faveur de Kyle O'Reilly avec 63% et 37% pour Adam Cole. Alors, le face, le heel, Adam Cole fait tout pour se rendre totalement détestable. Ouais. Je suis dans le camp de Kyle O'Reilly. Je vais suivre la majorité. Je vais être dans les 63% et je vais aller vers Kyle O'Reilly. Ouais, je me demande si c'est pour ces deux gars-là, c'est pas le grand au revoir à NXT. C'est possible. Notamment Kyle O'Reilly, pour qui, alors je sais pas s'il y aura une grande carrière, mais pour qui j'ai l'impression qu'on lui a vraiment donné sa chance d'être un peu le taulier après avoir été un suiveur pendant des années. Donc peut-être que c'est le moment pour lui dans son grand moment. Et du coup, si c'est son grand moment, bah, autant lui donner une victoire, parce que du coup, une victoire en solo en pay-per-view, il doit pas en avoir eu beaucoup, voire pas du tout. C'est peut-être son moment à Kyle O'Reilly et voilà. Donc je vote aussi Kyle O'Reilly. Passons au match pour des ceintures. Donc on va commencer par une ceinture qui va opposer Johnny Gargano en champion A. Du coup, pour toi, il va affronter LA Knight et pour moi, il va affronter Dexter Lumis. Et du coup, est-ce que tu as un résultat? Est-ce que tu as un compte Twitter à ce match-là? Non, Ou est-ce alors là, que, j'ai pas de code pour ce est-ce que tu as match-là. ton avis à toi seulement? Et moi, j'ai mon avis à moi. Et mon avis à moi que j'ai, ça sera la victoire de LA Knight 1, 2, 3. And you North American Champion. Ouais, et ben moi c'est pareil. Si c'est Dexter Lumis, je pense et je souhaite que Dexter Lumis gagne parce que putain, J'aimerais bien aussi, hein, je valide aussi. Hein. une bestiole comme ça, il faut qu'elle prenne la ceinture et puis qu'on arrête avec les conneries de Gargano The Way. Je trouvais ça un poil intéressant qu'il tente quelque chose de nouveau avec Gargano parce que je trouvais que son personnage face était totalement inintéressant. Mais en fait, ça n'a pas été intéressant quand même. Donc voilà, c'est Johnny Gargano ruine tout ce qui est fun dans le catch. C'est ça qu'on dit, non? Ouais, moi je dis Corbin ruins everything fun in pro wrestling. Bah, moi, je préfère Corbin à Gargano. Voilà, c'est dit. Et donc, il nous reste encore un autre match pour une ceinture intermédiaire qui est la ceinture Cruiserweight. Donc, du coup, Eh entre oui. le champion Cruiserweight Jordan Devlin contre le champion Cruiserweight Santos Escobar. Et donc, du coup, quel champion Cruiserweight va s'imposer? Alors là, les cotes, j'en ai, et les cotes sont pas mal, largement même en faveur de Jordan Devlin avec 63% et 37% pour Santos Escobar. J'avoue que sur le coup, j'ai un peu tiqué. Et puis après, je me suis dit, ouais, mais dans le tag team, de toute façon, déjà, ils vont se faire laminer, Wild et Joaquin. Peut-être que Santos, il a fini son temps. L'Irlandais, il revient, il est legit, il avait le titre. Bah, ça, je vais suivre, je vais donner Devlin. Je vais donner l'Irlandais. Sachant que c'est un ladder match hein, pour Ouais, c'est un Sarki, ladder c'est pas match, ouais. le match indisputé. Et moi, dans ces cas-là, alors j'en ai aucune idée. Donc, quand j'ai aucune idée, je dis que le champion conserve.
Sauf que comme on a 2 champions, du coup, je veux dire que les 2 champions conservent et qu'ils vont chacun récupérer une ceinture, sur l'échelle. Voilà, juste pour faire chier. À D'accord. moins qu'ils aient mis une seule ceinture, dans ce cas-là, j'aurais l'air con. Mais bon, on verra bien. Je tente le no contest. Et donc, il nous reste un match. Du coup, je pense que vous savez tous le match qui reste, puisque c'est le match pour le titre suprême masculin de NXT. Donc, l'équivalent du titre féminin, mais chez les gars. Et donc, Ah ouais. chez les gars, ça sera Finn Balor, le champion, qui va affronter Karrion Kross, l'ex-champion, d'ailleurs, accompagné de sa belle Scarlett, donc pour le NXT Championship. Alors, quelles sont les cotes? Eh ben écoute, c'est Finn Balor qui est largos devant avec 69% et 32% pour Karrion Kross. Et là, alors là, moi, je suis bien embêté, quoi. Parce que là, le problème, c'est que la semaine de WrestleMania, c'est la fête des faces. Hein. Il faut pas se leurrer, il y a peu de heels qui gagnent des matchs pendant les périodes des semaines de WrestleMania. Quand on refait toute l'histoire. Et je sais pas trop, là. Je sais pas trop. J'avoue que là, ça me laisse un peu perplexe, ce match. Je suis hypé par ce match, hein, mais c'est le résultat qui me pose problème. Karrion Kross, finalement, il l'a perdu sur blessure. Finn Balor, ça fait maintenant un moment qu'il détient le titre. Hein. Tu sais depuis combien de temps il détient le titre, papy? Fact-checking. Fact-checking, mais attends, je check, mais je crois qu'il est bientôt au record, en fait. Il Alors, a eu. et puis en jours cumulés de règne, en plus, ça doit être impressionnant, hein, depuis que, voilà, avec ses titres précédents à NXT déjà. Donc, ça doit être, il doit être dans des espèces de records là, de sphère de NXT, le Finn Balor, là, ça doit être quelque chose de bien. Mais je sais pas ce qu'ils veulent faire de lui. 8 septembre. Le 8 septembre, ah ouais, quand même, ouais. Et si tu veux, moi, c'est bizarre, hein, j'arrive pas à savoir où la WWE va avec Finn Balor. Et c'est Finn Balor, en fait, dans ce match qui me pose problème, pas tellement Karrion Kross. Pour moi, Karrion Kross, il vient d'arriver, il est arrivé dans son année, il a gagné le titre, il s'est blessé, il revient, il casse quelques mâchoires, il s'attaque au titre de manière assez logique. Donc, pour moi, allez, je vais tenter, je vais aller à l'encontre des tweetos et moi, je vais donner Karrion Kross. Ah mince, je pensais que tu allais dire Finn Balor. Et parce que moi aussi, je vais donner Karrion Kross parce que je pense que effectivement, il a tout pour être le main eventer naturel de NXT. Il devait l'être et jusqu'à qu'il y ait une blessure. Le seul truc qui pourrait me faire douter, ça serait de dire que la WWE a tendance quand même à pardonner une ceinture tout de suite quand tu reviens de blessure, en disant il est peut-être pas totalement guéri, mais comme là c'est NXT, je me dis ils peuvent très bien retenter le coup. Puis, de toute façon, même s'il se reblesse, il n'y a pas mort d'homme derrière, quoi. C'est entre guillemets, ça ne reste que NXT. Donc c'est pas non plus mortel. Et puis Finn Balor, je pense qu'il va falloir qu'il retourne dans le main roster aussi un jour. Hein. Enfin, je trouverais ça triste qu'il reste à vie à NXT. C'est quand Ah même ouais, non. surtout avec le public qui va revenir, c'est quand même bien qu'il retrouve un peu le très haut niveau, quoi, j'ai envie de dire, tu vois. C'était bien ce qu'il a fait. Je pense que ça a permis en plus à un moment où NXT était au fond du trou parce qu'ils avaient plus du tout de main eventer, de recadrer un peu les choses. Il a tenu la baraque, mais maintenant, enfin voilà quoi, c'est fini de jouer, il faut qu'il retourne dans le main roster, Finn Balor. Donc victoire de Karrion Kross pour moi aussi. Et du coup, c'est le D'accord. dernier match. Ah, tu vois, on est repassé. Il y a eu un petit mouvement pendant ce temps, par exemple dans le tag team, où MSK est passé à 50% là, et on a du 25-25 du côté de la Legado del Fantasma et des JYV. Mais globalement, ça bouge pas trop, quoi. Tout reste stable sur tout ce qu'on a dit, quoi. Donc, ça fait 2 grosses nuits, mon papy, là, quand même. Hein. Ah ouais, on en parlait tout à l'heure avec les packages vidéo qui annonçaient ça. Ça s'annonce costaud. Il y a 5 matchs par nuit en fait, donc c'est des takeovers classiques mais doublés. Ainsi s'achève cette séance de prono. Et je pense qu'on en fera une de toute manière pour WrestleMania, il n'y a pas de problème. Hein. Je me demande même si on va pas faire une petite preview. Ça pourrait être sympa, une petite preview le dimanche. Le samedi, ah ouais, le samedi, il y a le SmackDown et WrestleMania le dimanche. Ouais, ça va être hardcore. Hein. Hardcore cette semaine. Quoi. C'est sportif. Ouais, c'est clair. Là, pour les fans de catch, là, c'est une semaine de dingue quoi, qui arrive. Voilà les amis, on en a fini avec nos pronos, avec notre 22e et dernière édition de la baston du mercredi. Bon papy, écoute, ça a été un grand plaisir de t'avoir tout au long. Mais oui, moi c'était un honneur de participer à cette baston à tes côtés et voilà, c'était un plaisir de partager ce moment avec toi.
Honneur partagé, et vous pouvez le partager avec nous en nous rejoignant sur la communauté Catch-Up de Discord. Vous pouvez aller sur YouTube pour la version vidéo, laisser des coms, activer Si la vous allez cloche. faire la night pour Takeover. Ouais. Ah oui, la night pour Takeover, savoir s'il y a qui veulent faire la night pour Takeover. Vous nous retrouvez sur toutes les bonnes plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast. On est sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. Vous avez à l'heure actuelle la review de Monday Night Raw qui est en ligne. Vous avez également le rétro catch-up de No Way Out. On va se retrouver ce week-end vraisemblablement pour SmackDown. Je crois que je suis complet. Mon papy, bah écoute, ça aura été une belle aventure hein, de vivre ces bastons à tes côtés. On a bien rigolé. C'était cool de pouvoir partager. Voilà, faut se engouffrer hein, les 4 heures de show, quoi, hein, mine de rien. Hein. Donc c'est ça la baston aussi, c'est du sport. Hein. Faut s'engouffrer les 4 heures de show, avoir quelques notes, reprendre le truc, se retrouver quelques heures plus tard dans le studio pour enregistrer. Tout n'est plus très frais dans la tête. Ah oui, ça je confirme. Voilà, il faut qu'on passe de la chambre à la salle commune pour retrouver les PC. Enfin bref, c'est tout un bordel à l'EHPAD. Mais on s'est bien amusé. Donc voilà, donc on fait des bisous aussi à toute la team Catch-Up. On vous fait des bisous à tous les auditeurs. Merci beaucoup, papy. Ben, merci tonton, merci à tous de nous écouter de plus en plus nombreux. Allez. Salut, papy. Salut tonton. Salut, peuple de Catch-Up. Hop. Pep. A little bit of the bubbly. That's undisputed. I'm better than you, and you know it. And we are NXT. War Games. Baston du mercredi 22. Clap de fin. Eh oui, ce n'est qu'à nous revoir peut-être.